Médiasphère. Médiasphère. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous préférer. Bienvenue dans votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Ce soir, le grand format s'est intéressé au congrès électif de l'AGP, entendez, l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante. L'AGP, c'était ce congrès électif qui a porté à la tête une nouvelle équipe avec des perspectives qui sont annoncées, des changements, avec une presse aujourd'hui qui est menacée de disparition en parlant de la presse papier. Vous aurez les détails dans cette émission avec Mamoudou Bouléré Diallo. La semaine médiatique est un grand format signé Abdourahmane Ba. Il s'est intéressé au déplacement du président de la République du côté de Zéré Koré. Également, la victoire du Sini national de Guinée, ici même en Guinée. Tout cela sera réalisé dans ce grand format réalisé par Abdourahmane Ba au compte de la semaine médiatique. Comment les sites internet ont traité l'actu majeure de la semaine? Eh bien, le condensé, c'est avec Fatoumata Kairaba-Kaba que vous allez découvrir à travers cette rubrique. Il est de retour. Il s'agit de cette autre rubrique, On Zap, avec la réalisation de Karmoko Alpha Molabi. Pour une fois encore, bonsoir. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez. Mais avant, on va sceller la place aux 10 minutes. On se retrouve dans un court instant. Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. À l'appel de la CENI, les opérations d'enrôlement et de révision des listes électorales démarrent ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national ainsi que dans les 25 autres pays concernés par les élections. Dans la commune de Ratouma, le président de la commission électorale communale indépendante fait d'abord l'état des lieux du matériel. Nous avons actuellement 306 KRL dans la commune de Ratouma, toutes installées. Alors à ce jour, nous avons reçu le matériel qu'il faut. Et tous les commissaires se sont rendus dans les différents quartiers pour essayer de voir l'effectivité, n'est-ce pas, des KRL sur le terrain. Le matériel est disponible, mais des problèmes se font sentir à certains niveaux. Il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut relever. Nous avons actuellement 7 machines, 7 kits qui ne fonctionnent pas. Et nous avons essayé de les répertorier et de remonter l'information au niveau des autorités compétentes. Dans la matinée de ce jeudi, la liste des opérateurs de saisie se faisait encore attendre à la CICI de Ratouma. Ces agents censés être déployés sur le terrain vendredi craignent une trahison pouvant venir de leur employeur Hermès. Normalement, ce matin, on devrait être sur le terrain pour démarrer les activités des recensements et de la révision. Mais ce qui nous empêche est que hier, normalement, on devrait être en position de certaines choses qui sont dans le contrat, à savoir la moto. Mais malheureusement, nous avons constaté que nos amis de l'intérieur et ceux qui ont vu la moto qui a été promise, on a vu qu'il y a eu une désobéissance des clauses du contrat qui nous lient. Les opérateurs de saisie risquent alors de ne pas effectuer le travail. Si ce problème n'est pas réglé, nous, on ne peut pas aller sur le terrain. Parce que même dans la ville de Conakry, ici, il y a de ces quartiers qui sont impraticables. Il n'y a pas de route. Donc, tu ne peux pas conduire la moto Honda dans ces quartiers-là. Nos prédécesseurs qui ont travaillé avec les sociétés précédentes, ils ont eu les motos Safari, les grosses motos Safari là. C'est des motos qui sont bonnes, ils ont des bons amortisseurs. 45 agents sont employés pour superviser les 306 commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales dans la commune de Ratouma. À cette journée mondiale de l'enfant, cette ONG qui œuvre dans l'humanitaire, notamment dans l'éducation des enfants, organise des concours de lecture et de dessin. Cet enfant a reçu des cadeaux à travers son dessin, mais il a retenu aussi des leçons. J'ai compris que l'enfant a le droit de jouer, l'enfant a le droit de partir à l'école, l'enfant a le droit de manger. C'est ça que j'ai compris. Initiateurs de cet événement, les organisateurs n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments
tout en rappelant l'importance d'une telle activité en milieu scolaire. Satisfait par rapport ici à la tenue de cette activité, où il y a eu beaucoup d'élèves ici qui ont intervenu, où vraiment cette convention ici est vraiment vulgarisée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir ici, aujourd'hui, quand nous prenons dans les milieux scolaires, la plupart ici de nos encadrés, ceux qui travaillent avec des enfants, ne connaissent pas réellement ce qu'il faut faire avec des enfants. Les responsables de l'école s'inscrivent dans la même logique. Puisqu'il y a des enfants qui sont traités de façon impartielle au sein de certaines familles, qui viennent se plaindre à notre niveau. Nous savons ce que nous menons, quel est le combat que nous menons auprès de ces parents pour bien traiter ces enfants-là. La Journée mondiale de l'enfant a été instituée en 1954 et est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et le droit des enfants. Ce nouveau programme d'appui au renforcement du système de santé, PASA2, a une enveloppe globale de 26 350 000 euros, dont 23 millions financés par l'Union européenne. Il sera piloté par le ministère de la Santé et exécuté par la GIZ allemande et Expertise France. Expertise France est en charge de l'appui à la gouvernance financière au niveau central et de l'appui à l'équipement et aux infrastructures, et la GIZ se concentre sur les ressources humaines et l'offre de soins. PASA2 s'inscrit dans la suite des projets post-Ebola avec pour objectif de renforcer le système de santé afin d'améliorer l'accès de la population à des soins de qualité, en priorité la santé maternelle et infantile et la résilience aux crises épidémiologiques. Ainsi, le programme veut être complémentaire aux activités des autres partenaires pour la mise en œuvre efficace du plan national de développement économique et social, du plan national de développement sanitaire et de la politique de santé communautaire. Le ministère de la Santé rassure de son accompagnement institutionnel sur les différentes composantes du projet, avant d'interpeller les agents d'exécution du projet, notamment la GIZ et Expertise France. À procéder aux ajustements nécessaires en se basant sur les leçons apprises de la première phase pour que ce projet puisse atteindre des objectifs tangibles dans les meilleurs délais. Aux responsables nationaux impliqués dans l'exécution du projet, ici je voudrais leur lancer un appel à plus d'engagement, de responsabilité pour mériter la confiance placée en eux afin que la santé communautaire soit une réalité. Le projet PASA2 va durer 40 mois et concerne Zirekore, Kisudougou et Kerouani. Il s'agit du lancement de la 5e édition du tournoi des Jeux universitaires, une compétition interuniversitaire présidée par le ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique. Comme chaque année, la Direction des sports, des arts et de la culture universitaire organise cette cérémonie pour lancer de façon officielle une nouvelle édition des Jeux universitaires de Guinée. Le sport est un élément qui permet de créer l'équilibre entre ces incertitudes. Le sport est un élément qui permet de créer l'équilibre et raffermir les relations entre apprenants et enseignants-formateurs. À l'université, comme dans toutes les structures d'enseignement supérieur, le paradigme a changé. Nous ne sommes plus dans un cycle où le monopole du savoir appartient à l'enseignant. Dans son discours, le directeur des sports, des arts et de la culture universitaire a annoncé les couleurs de cette édition avec le retour du basketball cette année et l'organisation d'un marathon qui va réunir les élèves et étudiants. Une discipline qui suscite un élan de solidarité entre les institutions d'enseignement supérieur publiques et privées. L'important est de participer aux Jeux, compétir pour le renforcement des capacités des jeunes apprenants pour être le porte-flambeau du pays. La présidente de la Fédération africaine du sport universitaire a promis d'être en Guinée dans le cadre de ces finales des Jeux universitaires de Guinée et profiter de la même occasion pour organiser dans notre pays l'assemblée élective de la West Africa University Games. Et éventuellement, je crois que cette présence ne sera pas fortuite. Les recteurs d'université, acteurs des sports guinéens ont pris part à cette cérémonie qui entend rassembler au stade de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, Conakry, Boké,
Mamou et Farana, qui sont les villes retenues pour les Jeux universitaires. Je vais faire mon repassage. Après, j'aurai trop mal. J'ai appris à m'organiser. Quand il lance le compte à rebours, je pense à tout ce que j'ai à faire avant. Il faut que tout soit prêt, que j'ai effectué toutes mes tâches. Comme ça, je serai tranquille. J'étais en première année de maternelle. La maîtresse m'a dit, c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, ça commence debout, où il va me mettre une claque, 2 claques, et puis ensuite des coups de poing. Puis si je tombe, je vais me recroqueviller. Donc après, il va me mettre des coups de pied dans les jambes. Et jusqu'à temps soit qu'il y ait du sang, soit que lui soit défoulé, en fait. C'est le temps qu'il faut. Je reste à côté de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Yacine ne supporte pas de m'entendre pleurer. On est contrôlé, on est fliqué toutes les 2 minutes. Rien que d'aller porter plainte, quand on nous dit « oui, il y a du monde, il y a 3 à 4 heures d'attente », on ne peut pas porter plainte, on est obligé de repartir. Quand je porte plainte, on me dit qu'éventuellement il sera convoqué dans 3 semaines. C'est pas rassurant. C'est aussi bête que ça, mais en fait, c'est là tout de suite sur le coup. Dans 3 semaines, peut-être que tout ira bien. Et puis, on ne peut pas vivre avec rentrant chez soi et se dire est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils ne vont pas venir. Enfin, ça fait l'effet d'une trahison. Il a pu lui dire que ce qu'il avait fait, c'était mal. On a toujours l'impression que c'est plus grave chez les autres. C'est ça qui est terrible. Et d'un autre côté, oui, voilà, je me dis que oui, j'aurais pu mourir 1000 fois. 1000 fois, et que ça aurait été horrible, je me dis, pour mon fils, d'avoir une maman qui est morte et son père en prison. Enfin, vraiment, en fait, il y a un jour où il faut se donner le courage. Enfin, c'est dur à dire, mais il y a un jour où il faut y aller. Il faut se dire, vas-y, je veux changer de vie, parce que même si aujourd'hui, ma vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est incomparable avec avant. Je fais ce que je veux aujourd'hui. Prison. Quand elle est partie en prison, c'est là que je me retrouvais quand même. Médiasphère. Voilà, c'était le 10 minutes sur Espace TV, le condensé de l'information avant le 20h. À présent, vous nous retrouvez dans votre émission Médiasphère. Nous ouvrons par ce grand format réalisé par Mamoudou Bouléré Diallo. C'était sur le congrès électif des membres de l'AGEPI, entendez l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, une presse papier aujourd'hui qui est menacée de disparition avec la concurrence. L'information de nos jours est au bout des doigts. C'est un grand format réalisé Mamadou Bouléré Diallo. On va regarder ces images. Médiasphère. De crise en crise, l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante semble repartir sur de bonnes bases. À l'élection du nouveau bureau, la HAC s'est impliquée. 3 personnes doivent être élues, 4 nommées par le bureau. Les médiateurs font alors une proposition. Nous pensons que pour la crédibilité de nos assises, il faut élire les 7 membres de manière démocratique. Maintenant, dans l'exercice de leur pouvoir pendant leur mandat, ils peuvent coopter quelqu'un pour ses compétences, pour sa disponibilité. Mais il faut que les 7 soient l'émanation de l'Assemblée élective. Donc nous vous renvoyons la balle et nous nous retirons de nouveau. Les membres élus placent à présent au discours. C'est le nouveau président qui répond à nos questions. Êtes-vous d'accord que la presse classique est menacée de disparition? Je confirme. Pas plus que la semaine dernière, un journal provincial important de France a fermé ses portes, a cessé sa parution imprimée. C'est l'Écho. Donc c'est une crise qui est planétaire. Mais elle fouette beaucoup plus la presse africaine. Parce que nous sommes dans des États à institutions fragiles, donc à démocratie en construction. La presse imprimée est en train de subir aujourd'hui
le coût porté par les GAFAM. La presse classique fait face à d'énormes difficultés pour résister à la concurrence. Les professionnels de ce type de médias sont obligés de recourir à l'Internet pour survivre. Cela dit que le marketing éditorial que nous allons demander et nous allons contribuer à faire en sorte que chaque éditeur puisse adopter, c'est ce marketing-là qui allie à la fois Facebook, à la fois Amazon, ainsi de suite. Parce que sans cela, nous ne pouvons pas affirmer notre présence de façon remarquable dans le paysage de la presse nationale d'abord, ouest-africaine ensuite et mondiale. Une alternative acceptée par des membres de l'AGP présents au Congrès. En Guinée, la presse écrite n'est plus convoitée, regrette ce directeur de publication. Oui, c'est vrai, la version imprimée aujourd'hui du journal n'est pas achetée. C'est pourquoi nous tentons de migrer vers la version électronique. C'est-à-dire, quand vous avez un journal, vous créez un site, le site internet du journal, comme les radios aujourd'hui, parce que le monde aujourd'hui, l'information c'est au bout des doigts. À travers le téléphone, à travers l'ordinateur, vous pouvez consulter les informations aujourd'hui sur Internet. Donc c'est cette possibilité qu'il faut associer aujourd'hui avec les médias classiques, c'est-à-dire la version imprimée du journal pour être vraiment à la portée des lecteurs, à la portée des annonceurs, à la portée de nos partenaires. Parce qu'aujourd'hui, le monde est un planétaire, donc il faut faire en sorte que tous les journaux aujourd'hui, membres de l'AGP, soient aujourd'hui sur Internet. À l'interne aussi, il y a des travaux de performance qui s'imposent, confie cet autre membre de l'AGP. Il y a beaucoup de journalistes au niveau de la presse écrite, il y a beaucoup de choses qui manquent en nous. Donc nous allons essayer de faire des formations, en même temps trouver même un nouveau siège de l'AGP, parce que le siège actuel, bon, on peut dire c'est un siège, mais ce n'est pas digne de nom. Comment concrétiser ces engagements alors que l'AGP sort de 8 mois de crise interne? Toutes ces idées ne peuvent être exécutées que dans l'entente, présume le nouvel élu. Que l'AGP est une famille, la presse en général est une famille. Tout ce qui touche à un seul journaliste ou à un seul éditeur touche à tout le monde. Nous avons toujours notre porte ouverte. En fait, nous venons pour une mission. Notre mission, c'est de rassembler. Et on ne peut pas rassembler en donnant des coups de pied à d'autres. Voilà, donc c'est cet appel que nous réitérons. Nous n'avons pas d'adversaires. Nous n'avons que des confrères, nous n'avons que des camarades, nous n'avons que des entrepreneurs, nous n'avons que des éditeurs de la presse. Nous n'avons pas d'adversaires. Et nous ne souhaitons pas avoir d'adversaires. Parce que nous ne souhaitons plus revoir ce qui se passe. 52 membres sur 57 attendus ont pris part à cette rencontre élective. Le président sortant n'a pas été aperçu sur les lieux. Médiasphère. Voilà, c'était certainement signé Mamadou Bouléré Diallo. Bonne chance à la nouvelle équipe de l'AGP, une presse imprimée aujourd'hui qui est menacée de disparition avec une concurrence accrue avec la presse en ligne qui en fait a fait de l'instantanéité à tous les temps son credo. Aujourd'hui, il faut migrer vers les sites internet. Place à présent à la semaine médiatique réalisée par Abdourahmane Ba. On s'intéresse au déplacement du président de la République, Prosal Condé en forêt, plus singulièrement Zéry Koré, la tenue des propos qui ont provoqué la colère de certains acteurs politiques. Vous aurez également la réaction de Faya Milimono au compte de cette semaine médiatique. Une revue de presse télévisuelle, c'est le compte à deux Médiasphère. Nous nous intéressons également à la victoire du Silu national de Guinée, l'équipe nationale guinéenne, ici même à Conakry. Le tout, c'est avec Abdourahmane Ba. On va regarder cet élément. On se retrouve dans un court instant. Médiasphère. Cette semaine, le président Alpha Condé a dit ceci. Nous savons qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à tirer sur les gens pour accuser nos forces armées. Des gens qui n'hésitent pas à tirer sur des gens pour accuser d'autres gens, avez-vous dit? Il y a des gens qui n'hésitent pas à tirer sur les gens. Eh bien, à entendre le président de la République, si des gens, c'est-à-dire les citoyens victimes par balle, ont subi des exactions et des assassinats, il n'y a pas d'hypothèse possible qui pourrait viser qui déjà? Nos forces armées.
Et voilà, le chef a tiré sa conclusion, mais l'autre partie, puisque nous parlons de la démocratie, elle aussi a tiré une conclusion. Le FNDC déplore les graves violations des droits humains perpétrées par les forces de défense et sécurité depuis le déclenchement de ces manifestations le 14 octobre 2019. Mais puisque l'être humain n'a qu'une seule tête, celle de la Guinée prévient que très bientôt, chers citoyens, vous serez surpris lorsque vous aurez les résultats d'autopsie. Parce que bien entendu, désormais, des mesures seront prises comme cela se fait partout ailleurs. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Dans tous les pays, quand il y a un mort dans la rue, on fait une ceinture autour et on permet à la police judiciaire de venir faire les constats. Et bien sûr que ces propos ont choqué. Mais demandons aux camarades à plaisanterie du corps national s'ils sont prêts à tirer les cartes pour une partie. Comment peut-on mettre sur la balance celui qui exerce un droit constitutionnel et celui qui commet un crime? Cette fois, c'est non. Mais pour lui exprimer sa bonne foi, c'est-à-dire voir le corps national sortir plus ou moins fier dans ce jeu de cartes, il lui déconseille de mettre le pied sur l'accélérateur car... S'il tient, il continue à mettre le pied sur l'accélérateur, il sortira par la petite porte. Et en tant que cousin à plaisanterie, nous n'aimerions pas cela. Les cousins s'écoutent et se conseillent toujours, c'est vrai. Mais le Coro a une crainte. Alpha Condé voit de Guinée et dit avoir la crainte de laisser le pays dans les mains d'un clan qu'il qualifie de bandit. Et bien sur ce point, le cousin est entièrement ouvert. Il veut dire que le prochain président de la République doit être quelqu'un qui doit donner une nouvelle direction à notre pays, qui doit créer la rupture dans notre pays, eh bien je serai d'accord avec lui. Cette semaine, le Sili national a marqué l'actualité. Après avoir amené un bon nul de Bamako, la Guinée a confirmé ses bonnes dispositions en prenant l'ascendant sur la Namibie 2-0 dimanche au stade du 28 septembre de Conakry dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. Un résultat très favorable à la Guinée pour sa qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Autre actualité de la semaine, la taxe sur les produits importés. Annonce de la hausse des taxes à l'importation du riz blanc, communément appelé Khossa. Et voilà, cette fois, c'est le riz importé, aliment de base, qui se trouve dans le viseur de la hausse des taxes initiée par le ministère du Budget et crée la panique chez les commerçants importateurs de cette denrée de grande consommation, à l'image de Mamadou Baylosso, dont le magasin est à moitié vide. Comme il fallait donc s'attendre aux conséquences, le prix du riz a flambé, passant de 225 000 à 245 000 francs guinéens sur le marché. Si les prix ont grimpé, comment se porte l'activité des transporteurs de cette denrée dans les marchés? 2 fois par jour, on pouvait avoir, ça dépend des distances, quoi. Des fois, on peut avoir 2 à 3 voyages par jour. Mais actuellement, vous avez vu, il n'y a rien. Des fois, on peut passer toute la journée ici, 2 jours, 3 jours même, sans gagner un client. Et puisque nous parlons de marché, quelle est l'efficacité des murettes dans les marchés de Conakry? Le lieu est aménagé à l'aide des murettes pour ne plus que les vendeuses et marchands ambulants occupent la chaussée. Aujourd'hui, la réalité est contraste. Les femmes assises à leur guise attendent des clients. À la question de savoir pourquoi elles occupent toujours la chaussée, voici la réponse fétiche. Nous sommes là, ce n'est pas parce que nous voulons être là. On n'a pas de place. Il y a certaines qui disent qu'il y a la place dans le marché. Non, il n'y a pas de place. Mettons de côté la réponse fétiche et voyons avec cet autre. Je travaille pour une entreprise. Vous voyez donc, c'est là, la petite place là, elle n'est pas tellement occupante pour dire que oui, c'est ça qui empêche les gens de passer. La lecture, principale nourriture de l'esprit, dit-on. Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Se déconnecter du téléphone pour se connecter au livre. Le téléphone aujourd'hui est le facteur qui nous empêche de nous concentrer. Aujourd'hui, ça remplace tout. Parfois, même quand on a envie de se concentrer, vous prenez un livre. Tout de suite, un message ou quelque chose vous interrompt dans votre lecture. Si l'heure est grave, une jeune femme a trouvé une astuce stimulante. Il faut plutôt pousser les gens à utiliser les téléphones à bon escient pour non seulement se connecter et communiquer, parce que c'est déjà un phénomène sociétal qu'on ne peut pas dépasser, mais également les utiliser pour faire des lectures utiles, de lire des livres, des magazines, des journaux, des articles scientifiques, des articles d'actualité. La lecture est la... Médiasphère.
C'était la semaine médiatique signée Abdrahman Ba, le condensé de tout ce qui se passe au compte de la semaine. Place à présent cette toute revue de presse. Il s'agit de la une de la toile. Comment les sites internet ont traité l'actu majeure de la semaine, en passant par la manifestation des femmes du FNDC en réaction aux tueries dans le pays, sans oublier la sempiternelle question d'un troisième mandat. Tout y est. Également, on s'est intéressé à cet homme depuis son départ de la primature. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il s'agit de l'ancien Premier ministre Mamadi Youla. Qu'est-ce qu'il devient? Élément de réponse dans un court instant au compte de la une de la toile, signé Fatoumata Kairaba Kaba. Regardez. Médiasphère. Cette semaine, Guinée Matin a titré à la une Conakry, les députés demandent à Alpha Condé d'identifier les assassins de leurs enfants. Comme annoncé précédemment sur guinématin.com, les femmes du Front National pour la défense de la Constitution FNDC ont manifesté mardi 19 novembre 2019. La marche visait à dénoncer les multiples tueries enregistrées lors des différentes manifestations en République de Guinée. Et de nombreuses femmes habillées en blanc détenant des balais ont menacé de balayer le régime du président Alpha Condé s'ils n'arrêtent pas de tuer leurs enfants. Des femmes députées ont mis l'occasion à profit pour demander que lumière soit faite sur les cas. Plusieurs femmes ont pris part à cette manifestation contre les tueries de leurs enfants pendant les manifestations politiques. Des députés ayant pris part à cette marche ont exprimé leur colère devant l'impunité que gangrène notre pays. Elles ont aussi saisi l'occasion pour demander au gouvernement de faire lumière sur ces tueries enregistrées en Guinée. Africa Guinée a quant à lui titré à la une visite de chantier à Conakry. Moustapha Naïté satisfait de l'évolution des travaux. Le ministre des Travaux publics a visité lundi 18 novembre 2019 plusieurs chantiers ouverts dans la capitale guinéenne à Conakry, commençant par le tronçon pont 8 novembre Belvédère qui va être élargi en 2 fois 2 voies dont les travaux ont bien démarré, en passant par les chantiers des carrefours Koza, Anko 5, Sangoya, Anta, T4, T5. Moustapha Naïté a touché du doigt le déroulement de l'évolution des travaux sur le terrain. Le but de cette visite de terrain du ministre des Travaux publics est d'abord de constater l'état d'avancement des travaux, ensuite inviter les entreprises à accélérer le travail afin de résoudre le problème d'embouteillage dans la capitale. Accompagné d'une forte délégation composée de responsables de son département et du fonds d'entretien routier, le ministre Moustapha Naïté a constaté qu'avec la saison des pluies dans les années passées, ces différents carrefours ne tenaient pas longtemps, d'où sa décision de changer de stratégie. Enfin, le site Mosaïque Guinée a titré à la une cette semaine. Depuis son départ du palais de la Colombe fin 2018, l'ancien premier ministre Mamadi Youla a donc disparu des radars et se fait absolument discret. Pour autant, le technocrate dans l'âme ne se tourne pas les pouces. Il préparait dans la plus grande discrétion son retour au premier plan, mais pas en politique, rassurez-vous. Et selon les proches de l'homme, Youla est tout sauf politique. Même étant premier ministre, il faisait très peu de politique. Youla ne suivra point le chemin emprunté quasiment par tous les ex-locataires du palais de la Colombe, y compris Selou, Sidia, Kouyaté et Kassori pour ne citer que ceux-ci. Comme on peut s'y attendre, selon des indiscrétions confiées à Mosaïque Guinée, l'économiste Mamadi Youla devrait dans les mois à venir prendre la direction d'une importante compagnie minière évoluant en Guinée. Pour cela, il aurait bénéficié de la courte échelle du chef de l'État, Alpha Condé. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Médiasphère. La une de la toile, Fatoumata Karabakaba, place à présent. Cette autre rubrique, il s'agit du point d'orgue de cette émission. On zappe un condensé des émissions de la semaine sur Espace TV. On va sur les temps forts. On se retrouve tout de suite sur ce plateau. Médiasphère. Et comme vous l'avez dit, c'est notre légende du jour au cours de sa carrière musicale, commencée d'ailleurs dans les années 1940. Il a enregistré près de 1200 chansons, pour vous dire que c'est quelqu'un. Et il a interprété d'ailleurs ces chansons-là, où elles ont été interprétées dans plusieurs langues, en espagnol, disons en anglais et dans beaucoup d'autres langues, même en arménien. Parce que vous venez d'évoquer ce côté-là, il a écrit ou coécrit plus de 1000 chansons également, soit pour lui-même, soit pour d'autres artistes. Il est l'un des chanteurs français les plus connus en dehors du monde francophone. Et d'ailleurs, il est considéré
considéré ou décrit comme la divinité de la pop française par, disons, le critique musical de Stéphane. C'était donc il y a quelques années. Maintenant, en parallèle de son parcours musical, Charles, vous l'avez dit, Charles Aznavour mène une carrière d'acteur et apparaît dans 63 longs métrages et dans plusieurs téléfilms. Et donc, il s'en renie sa culture française. Il a représenté l'Arménie diplomatiquement dans plusieurs domaines. Et ça, c'est depuis les années 1995. Il a obtenu la nationalité arménienne, d'ailleurs, en 2008, pour vous dire à combien il a été fort. Nous sommes le 28 septembre 2009. Oumar a pris des balles dans la mêlée avec sa béquille en octobre 2019. Oumar est présent dans les marches FNDC indélébiles. Sont les traces des militaires. Il perd sa jambe à cause d'un coup de feu. Dramatiques exactions militaires. Oumar n'est pas anxieux. Il oppose ses bras de fer. Oumar fait de son mieux. Il rêve d'une Guinée qui prospère. Troisième mandat de plus au vieux selon Oumar, projet d'enfer. Oumar est chanceux. On lui promet une prothèse. D'après Madame Fatou, la fin de ses malaises. Chirurgie gratuite au rendez-vous. Oumar sera à bout de son malaise, à bout de son handicap. Suivez. Toi, tu vas venir t'imposer pour venir parler. Qu'est-ce que tu as à dire? Je vais lancer ma voix à la population guinéenne. Tu vas faire ça dans le quartier. Nous, on est en train de parler avec la star. Non, mon frère, ici, là, j'allais parler. Non, tu peux le laisser parler. Je laisse Comme parler. il insiste là, on va l'écouter. Vous avez vu ce qui se passe vers chez moi là-bas. Chez toi? Moi, chez moi, c'est à Amdallah Bambeto Koza, la zone de Cailloux. Ce qui s'est passé là-bas, la jour d'enterrement. La jour de quoi? Quand la FMDC a lancé un appel à la population guinéenne pour aller enterrer les gens qui sont tirés par balle, 11 personnes. Le jour de l'enterrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Ce qui s'est passé là-bas, quand les polices et la gendarme sont venus, ils ont vu seulement les foules en train de venir, ils ont eu peur. Deuxièmement, ils ont commencé à les lancer des gaz crimolagènes sur les populations. Attends. Ils ont lancé quoi? Gaz crimolagène. Ça fait des gaz qui en piment quoi. Bienvenue dans la rubrique high-tech. En 2015, le cabinet de design Carlo Ratti Associati présentait le projet d'un FFD Vertical Plotter avec un prototype réalisé au MIT Massachusetts Institute of Technology où travaille Carlo Ratti. Il a abouti à un produit fini, sorte de boîte à camembert en aluminium présenté au Solennel del Mobile en avril 2018. Sur Kickstarter, la recherche de fonds a eu un succès immédiat avec le budget récolté en 2 heures. Devenu Skrybit, le petit robot peintre a trouvé sa forme commerciale. Il est suspendu par 2 fils très fins à fixer sur 2 clous plantés en haut du mur. À chaque coin supérieur de cet écran improvisé, ces câbles s'enroulent sur 2 poulies actionnées par des moteurs électriques commandés immédiatement. Skrybit peut ainsi se déplacer en 2 dimensions et atteindre n'importe quel point de ce cadre imposé. Skrybit reproduit une image existante. Le reste n'est qu'une question de programmation astucieusement confiée à une application utilisable avec un smartphone conversant avec Skrybit. Médiasphère. Voilà, c'est la fin de votre émission Médiasphère, l'émission des médias. Merci à toute l'équipe technique, merci à notre réalisateur, il s'agit de Alpha Abdoulaye Diallo. Il était avec nous au compte de cette émission. Merci à Mamoudou Bouler Diallo au compte du grand format, sans oublier Abdraman Ba. Au niveau de la caméra, on avait Amara Alex avec nous, à la régie, Nala Sidibé, Lamine Sidibé, Mafata Sanou. Portez-vous bien, où que vous soyez, on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut bien. Au revoir et restez avec Espace TV, car le meilleur reste à venir. N'oubliez pas surtout la grande édition de nos confrères de BBC, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre BBC Info, voici le sommaire. Témoignage accablant contre le président américain qui fait l'objet d'une procédure de destitution, mais Donald Trump continue de nier les allégations. Allez, vous êtes prêts? Les caméras tournent? Je ne veux rien. Voilà ce que je veux de l'Ukraine, je vous le dis, je ne veux rien du tout. Je l'ai dit 2 fois, ça va, c'est bon? Tension en Algérie, depuis le lancement de la campagne présidentielle, des centaines de manifestants posés au scrutin perturbent les meetings des 5 candidats. Et des centaines de migrants meurent encore en tentant la traversée entre la Libye et l'Europe. Vous entendrez le témoignage d'une famille camerounaise.
À la une de l'actu internationale, encore des témoignages accablants contre Donald Trump. Petit à petit, le scénario des pressions que le président des États-Unis aurait exercé sur l'Ukraine se dessine. Fiona Hill, ancienne membre du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, et le diplomate David Holmes ont parlé aussi du dossier ukrainien. Les deux personnalités poursuivent et terminent donc les audiences à la Chambre des représentants dans le cadre de la procédure de destitution lancée contre Donald Trump. Après le témoignage embarrassant de l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, Gordon Sondland, Fiona Hill a imploré les élus de ne pas propager de mensonges qui, selon elle, servent la Russie. Elle faisait allusion à une théorie avancée par Donald Trump et ses défenseurs républicains. Compte rendu des dernières 24 heures avec Pierre-Antoine Denis. Il est venu malgré les ordres de la Maison-Blanche et du département d'État. Gordon Sondland est venu avec la plus grosse révélation de ses audiences publiques. Ce magnat de l'hôtellerie, grand donateur du Parti républicain et qui est devenu ambassadeur américain pour l'Union européenne dès l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, a révélé l'existence d'une campagne lancée par le président, orchestrée par son avocat et connue des membres les plus aguerris du gouvernement. J'ai agi en bonne foi. En tant que personne nommée par la présidence, j'ai suivi les instructions du président. Nous avons travaillé avec Maître Giuliani parce que le président nous l'a demandé. Nous n'avions pas l'intention de fixer des conditions. Le président Trump, quant à lui, a nié à plusieurs reprises avoir mis dans la balance des millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine en échange d'une enquête sur son rival politique, Joe Biden. Gordon Sondland, lui, a fourni un lien direct entre les deux. Y avait-il un quiproquo ? Comme je l'ai déjà dit au sujet de l'appel demandé à la Maison-Blanche et de la réunion de la Maison-Blanche, la réponse est oui. Et pour M. Sondland, tout le monde était au courant, le président, son chef de cabinet, le vice-président et le secrétaire d'État. Tout le monde était au courant. Ce n'était pas un secret. Tout le monde a été informé par email le 19 juillet, soit quelques jours avant le fameux appel. Il y a un peu de positif pour la Maison-Blanche, M. Sondland ayant admis qu'il n'avait jamais entendu le président relier directement l'argent à l'enquête Biden. Donald Trump a donc sauté dans la brèche avec des notes bien préparées. Allez, vous êtes prêts? Les caméras tournent? Je ne veux rien. Voilà ce que je veux de l'Ukraine, je vous le dis. Je ne veux rien du tout. Je l'ai dit 2 fois, ça va, c'est bon? Et après les 2 témoins aujourd'hui, plus aucune audience publique n'est prévue. Donc le suspense continue sur Washington. Cette procédure de destitution vient rappeler que la défaite aux urnes n'est pas la seule voie par laquelle un président américain peut être amené à quitter la Maison-Blanche. Le chef de l'exécutif aux États-Unis peut être chassé du pouvoir pour crimes graves, comme celui de la haute trahison. Mais la procédure dite de destitution est très complexe et aboutit rarement. En fait, de toute l'histoire des États-Unis, il n'y a eu que 2 procédures de destitution, mais toutes les 2 n'avaient pas abouti, ce qui n'est pas une raison suffisante pour dissuader les démocrates qui cherchent à faire tomber Donald Trump. Par exemple, pour la première personnalité démocrate à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, il s'agit d'une quête de la vérité, conformément à l'esprit de la Constitution. Et c'est cette logique qui a conduit aux audiences publiques qui prennent fin ce soir. La Chambre devra ensuite voter et 218 voix favorables suffisent pour garantir une victoire. Ce qui est probable, sachant que les démocrates sont actuellement majoritaires à la Chambre. Mais la prochaine étape, le vote au Sénat, n'est pas acquise d'avance, puisque les démocrates et leurs alliés ne disposent que de 47 des 100 sièges à la Haute Chambre. Or, pour que le président soit destitué, le Sénat doit y être favorable aux 2 tiers. Donald Trump, lui, se veut serein. Comment vouloir la destitution de quelqu'un qui fait un travail formidable, s'interroge-t-il? Comment destituer quelqu'un qui n'a rien fait de mal? En Algérie, la colère sociale continue de monter. Une grande partie de la population exprime encore son mécontentement compte tenu de l'élection présidentielle du 12 décembre. Suite à des appels sur les réseaux sociaux, des manifestants se sont mobilisés mercredi soir dans les rues d'Alger. Écoutez.
Nous avons commencé mercredi pour pouvoir renverser cette élection et nous battre. Nous ne nous arrêterons pas avant le 12 décembre. Nous devons empêcher les élections et ces politiciens doivent tous partir jusqu'à ce que nous passions à une période transitoire. Nous allons descendre dans la rue jusqu'à ce que toutes ces bandes partent. Et nous ne nous arrêterons pas. Une bande est partie, une autre est arrivée. Nous allons les faire tomber. Ils doivent savoir qu'il n'y aura pas d'élection. Passons maintenant au reste de l'actualité en bref. De retour à Cotonou hier après 5 mois d'absence, l'ex-président béninois Thomas Yayi a été accueilli par une foule de partisans. Mais contrairement à ce qu'avait annoncé la présidence béninoise, il n'a pas rencontré son successeur Patrice Talon et il a regagné quelques heures plus tard le Nigeria où il réside depuis maintenant 2 mois. Le Nigérian Burna Boy, star mondial de l'afrofusion, ne chantera pas en Afrique du Sud ce week-end. Le concert intitulé Africa Unite a été annulé par mesure de prudence. L'événement devait promouvoir l'unité du continent et dénoncer les récentes attaques visant les immigrés africains en Afrique du Sud. Et les candidates de Miss Monde se sont réunies pour une séance photo à Londres ce matin. L'élection aura lieu le 14 décembre. La gagnante succédera à la Mexicaine Vanessa Ponce de León. Parmi les 120 candidates, une vingtaine d'Africaines rêvent du titre. Pour la 6e année consécutive, plus de 1000 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée. Ce passage reste l'une des routes migratoires les plus dangereuses au monde. Et selon l'Organisation internationale pour les migrations, les risques de décès sont 4 fois plus élevés que l'an dernier, car il y a moins de navires de sauvetage humanitaire. La plupart des migrants quittent la Libye, où la BBC rencontre une famille camerounaise déterminée malgré tout à tenter la traversée. Attention, ce reportage contient des images choquantes. Claire Onimendi. Voici comment s'achève le rêve européen pour certains. La Croix-Rouge les rassemble avec soin sur les plages de Libye. Ce sont les morts inconnus de la Méditerranée. Mais cette famille élargie, originaire du Cameroun, a choisi le risque de la traversée. Ils ont déjà essayé 2 fois. La petite Khadija et son frère Renaud ont été confiés à leur tante et à leurs cousins. Leur mère a tout donné pour les emmener en Europe. Voici Delphine, voici Khadija, voici Renaud. La photo a été prise une semaine avant sa mort. C'est la dernière photo que nous avons de Delphine. Quand nous regardons cette photo, nous essayons de nous souvenir de Delphine. Nous prions chaque jour pour qu'elle repose en paix. Voici Delphine, 1 an plus tôt, 34 ans, et déterminée à trouver une vie meilleure. Ses proches ont confié à la BBC qu'elle leur avait donné la force de fuir la pauvreté de leur pays et de se rendre en Libye. Sa sœur Danielle affirme que Delphine a accouché enfermée dans un centre de détention sans soins médicaux appropriés. Et elle rajoute que leur long voyage avec les trafiquants d'êtres humains a été un voyage en enfer. Les viols, ils entrent comme ça. Ils nous demandent de nous déshabiller devant les hommes, devant les garçons. Ils viennent, ils nous touchent, ils nous prennent, ils s'en vont faire ce qu'ils veulent de nous, ils nous ramènent. Comme ça. Les hommes sont battus, maltraités. Il y a des femmes, quand elles boudent, vous êtes vraiment battus. Si vous n'acceptez pas ce qu'ils vous demandent de faire, vous êtes complètement battus. C'est lui qui va peut-être casser la prison pour nous échapper. On l'a coupé, ils ont pris la machette, ils ont coupé ses ligaments pour qu'il ne puisse pas être un artiste. Mais finalement, il est décédé. Delphine est morte après 2 jours en mer sur le bateau d'un passeur. Elle et les enfants ont été arrêtés et remis en détention. Elle est morte agonisant. Elle a commencé à crier. Je me lève, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Delphine, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit qu'elle a mal à la tête. Il n'y avait rien pour elle. Elle dit, elle a mal à la tête. Parce que nous, on était enfermés. Même si la nuit, personne, nous sommes livrés à nous-mêmes. Il n'y a personne. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Le rêve de Delphine était que Renaud, 11 ans, devienne footballeur en Europe.
C'est que si je vais en Europe, un jour je serai quelqu'un. Depuis combien de temps n'es-tu pas allé à l'école? 2 ans. Et ça te manque? Oui. Renaud admet qu'il a peur de traverser la Méditerranée, mais il continue à s'accrocher aux rêves de sa mère. Une information de dernière minute, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été mis en examen. C'est ce qu'indique une source du ministère israélien de la Justice. Netanyahou est mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Les sports à présent. Hier, on apprenait la nomination de José Mourinho comme manager de Tottenham. Et cet après-midi, Emmanuel, le technicien portugais a donné sa première conférence de presse. Oui, conférence de presse très attendue, comme toutes les conférences de presse du technicien portugais. Oui, ça va très vite du côté de Tottenham. Songez qu'hier, à 6h30 du matin, on apprenait la nomination de José Mourinho, quelques heures après que celle du limogeage de Mauricio Pochettino eut filtré. C'était mardi en fin d'après-midi, début de soirée. Donc conférence de presse très attendue. Et José Mourinho a commencé par rendre hommage justement à son prédécesseur, Mauricio Pochettino. Ce club et ce centre d'entraînement sera toujours chez lui, c'est une évidence. Moi, je suis très content d'être ici. J'ai avec Tottenham un super job, un club qui a un potentiel énorme. Et même si des résultats sont attendus tout de suite, pour moi, c'est un super job. Moi, vous savez, je le dis souvent, surtout en rigolant, mais je suis un homme de club. Quand j'arrive, j'enfile le survêtement du club et je le prends pour mon pyjama. Je suis un homme de club. Et José Mourinho, en tenue réglementaire, sera sur le banc de touche avec son nouveau club samedi à la mi-journée à Londres contre West Ham. On aura l'occasion d'en reparler demain, match de la 13e journée de Premier League. Le tennis, la France éliminée de la course au quart de finale de la Coupe Davis, nouvelle formule. Ça leur a pas trop réussi aux Français, eux qui étaient finalistes l'an passé. En effet, la France a été battue par la Serbie 2-0. Tsonga et également Paire ont perdu leur simple. Du coup, la France ne peut plus terminer comme l'un des 2 meilleurs seconds de la phase de poule. Condition sine qua non pour se qualifier pour les quarts de finale. Je vous rappelle que la nouvelle formule, c'est 18 équipes réparties en 6 groupes de 3. Le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour les quarts, plus, je l'ai dit donc, les 2 meilleurs. Deuxième, la France n'y sera pas. Et on va terminer par la balle au panier, la NBA. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs, avec un sommet dans la conférence Ouest, Denver qui bat Houston 105-95 et surtout le leader de la conférence Est, les Celtics de Boston qui chutent sur le parquet des Lakers de Los Angeles 107-104 après prolongation. Boston quand même toujours en tête de la conférence Est. À l'Ouest, ce sont les Clippers de Los Angeles qui font la loi, Nicolas. Merci Emmanuel Coste et c'est tout pour ce journal. Toute l'équipe de BBC Afrique se joint à moi pour vous remercier de nous avoir suivis. Merci également à notre partenaire en Guinée, Espace TV. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de BBC Info. Médiasphère.